Lagos est une ville qui fait rêver. Sa culture et son dynamisme, ainsi que ses opportunités, font de la capitale économique nigériane une ville phare sur le continent africain. Néanmoins, Lagos est aussi la ville de tous les contrastes et de tous les excès. Alors que se passe-t-il quand un virus nommé Covid-19 fait son arrivée? C'est ce que nous raconte notre invitée, Sophie Bouillon, lauréate du prix Albert Londres, directrice adjointe du bureau de l'agence France-Presse au Nigeria. Elle nous présente ce soir Manua Street, une plongée captivante, émouvante et parfois inquiétante dans la plus grande ville du pays. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi d'intituler ce livre Manua Street? C'est le nom de ma rue en fait, et puis c'est le nom. Enfin, cette année 2020, on a tous été confinés un peu chez nous, à Lagos en tout cas aussi, et on s'est replié un petit peu sur là où on appartenait. Du coup, j'ai observé Lagos depuis Manua Street, et j'ai trouvé que c'était un beau laboratoire de découverte. Et pour expliquer un petit peu le reste de cette ville tentaculaire qui est Lagos. Justement, qu'est-ce que cette ville de Lagos, ville composée de plus de 20 millions d'habitants, a-t-elle de si spécifique, de si particulier? Alors, je ne saurais pas dire, mais tout ce que je sais, c'est que quand je suis arrivée au Nigeria, c'était en 2014 la première fois. Ça faisait longtemps que je travaillais sur le continent. J'avais vécu sur le continent depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose le premier jour où je me suis dit oh, c'est extraordinaire. Alors tout le monde dit c'est cette énergie, mais bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où l'avenir n'appartient que entre les hommes, j'ai envie de dire, et c'est ce travail, c'est cette envie d'aller plus loin, cette envie du meilleur. Le Nigeria, c'est un pays capitaliste au possible où en fait chacun ne doit qu'à lui-même. On n'attend rien du gouvernement, rien. Et du coup, ça crée une sorte d'énergie comme ça qui a été complètement anéantie et écrasée par la crise du Covid et par le confinement. Si tu penses que t'es fort, viens à Lagos, tu verras, c'est ce que vous dit un chauffeur de kéké, ces fameux taxis jaunes triporteurs. Lagos est-elle un défi pour celles et ceux qui y habitent? C'est un défi quotidien. C'est un défi de l'électricité, par exemple. Rien qu'avoir de l'électricité est un défi quelques heures par jour. Il faut trouver de l'argent pour avoir de l'électricité. Rien que pour ça, c'est pas uniquement pour se nourrir. C'est un défi de se déplacer. Donc en fait, les gens habitent dans les rues dans lesquelles ils travaillent. Donc ma rue, il y a plein de gens qui habitent. C'est parce qu'en fait, c'est des garagistes qui travaillent sur des voitures qui sont garées en fait au bord de ma rue. Donc c'est un défi de tous les jours. C'est un défi de la chaleur, mais que d'autres pays en Afrique connaissent, mais qui est redoublé par une pollution extrême. Donc en fait, chaque minute est un défi, j'ai envie de dire, à Lagos, mais ça crée, voilà, ce que je disais, cette énergie. Vous nous racontez dans cet ouvrage la façon avec laquelle vous avez vécu le confinement dans cette ville. La plupart des habitants vivent des activités informelles. Il aura fallu un jour à peine pour que Lagos plonge en apnée. C'est ce que vous écrivez dans cet ouvrage. À ce moment, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors ça a été un moment assez difficile parce que c'est un moment où je me suis sentie très française en fait. Ma sœur est médecin à Mulhouse, donc qui était le premier cluster en France, et en fait je l'avais au téléphone en même temps que je voyais la réalité à Lagos qui ne correspondait pas du tout à ce qu'elle me décrivait, et en fait je me disais mais ça va arriver. Et c'est vrai que je fais partie de ces gens qui se sont dit mon Dieu, ça va être terrible, parce que ce qui va s'appliquer en France ou en Europe ou aux États-Unis ou en Chine va arriver dans cette mégalopole qui déjà nous rappelle pas mal la fin du monde. C'est-à-dire que les gosses, la surpopulation, la pollution extrême, il y a quelque chose d'effrayant, et on s'est dit on va rajouter un virus là-dessus, il n'y a pas d'hôpitaux. J'étais pas très rassurée. Et c'est vrai que quand le confinement est arrivé, moi, en tant que Sophie Bouillon française, il y a eu un calme qui s'est instauré. Aujourd'hui, je vois ça comme une mesure complètement aberrante qui n'était pas du tout en équation avec ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y a eu un confinement total imposé sur Lagos alors qu'il y avait 8 cas de contamination dans un pays de 200 millions d'habitants et 0 mort. Donc aujourd'hui, on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les dirigeants, comme les journalistes, avaient juste le regard qui était porté sur l'Europe, sur les États-Unis, sur CNN, sur nos médias, et en fait appliquer une loi et un confinement qui n'avait aucun sens. Pourquoi avoir choisi de mettre en avant ces journées de tension? Alors c'était en octobre. Je pense que c'était les plus beaux jours, alors pas la fin évidemment, mais les journées de révolte.
ont été un moment absolument unique au Nigeria, historique. Et alors, là, je parle plus en tant que Française, mais vraiment en tant que Nigériane. Ça a été extraordinaire parce que le Nigeria est un pays où, en fait, on se révolte plus. Parce que, comme j'ai écrit dans le livre, c'est qu'il y a tellement de raisons de se révolter qu'au bout d'un moment, en fait, on se fatigue et on se dit que pour continuer à vivre, il faut pas se révolter. Et ce jour-là, enfin, ce mois-là, il y a eu un sentiment qui a absolument gagné tout le monde, qui s'est dit mais non, on peut plus vivre comme ça. Et ça a été beau à voir, et surtout que c'était une communion entre les gens, d'entraide, etc., qui a été matée dans le sang et qui a été extrêmement traumatique. Et aujourd'hui, je pense que 6 mois plus tard, les Nigérians, et notamment les Lagosiens, vivent encore avec ce trauma qui a été très difficile à vivre parce que c'était la première fois qu'on osait sortir dans la rue. Et je sais pas, je suis un peu optimiste, mais je pense que c'est quand même une graine qui est née dans l'esprit de chacun en se disant c'est possible. Et ça, personne ne pourra le tuer. Un aspect du livre est assez frappant, ce que vous décrivez notamment, c'est l'immense disparité qui existe généralement au Niger, mais plus particulièrement à Lagos. Oui. Est-ce à dire que le juste milieu n'existe pas dans cette ville? Alors, encore une fois, ça existe, on va dire, dans toute l'Afrique, on va se dire ah oui, ça existe, etc. Sauf que ce qui est vraiment particulier au Nigeria, c'est que les très très riches, c'est des Nigérians, c'est le pétrole, c'est des entreprises. Donc en fait, il y a une disparité. Et puis c'est pas n'importe quel secteur d'économie, c'est le pétrole. Le pétrole, l'argent qui coule à flot, on ne sait pas trop d'où, mais ça arrive. Et ça a créé un vide en fait entre cette population qui a énormément d'argent, mais de manière complètement indécente, et une immense majorité qui vit pour survivre, en fait. Vivre pour survivre, mais c'est un peu ça. Et du coup, mais ce que je dis dans le livre aussi, c'est Lagos ne ment pas, on ne peut pas se cacher. À Johannesburg, où je vivais, on se cachait derrière nos murs, les pauvres étaient dans les townships, on ne les voyait pas. À Lagos, ils sont là, ils sont dans la rue. Et je trouve ça assez honnête, finalement, de la part de cette ville, de ne pas nous mentir, et on le voit, et on voit nos privilèges. Ce livre, Manu Astrid, a-t-il été pour vous une forme de thérapie? Alors, totalement. Complètement, notamment pour le Covid. Mais là, je parlais tout à l'heure des événements des émeutes, voilà, où en fait, on est parti quelques minutes avant la tuerie. Et c'est marrant parce que la fin du livre, j'arrivais pas à l'écrire, mais je savais pas pourquoi j'arrivais pas. Et 2 mois plus tard, j'ai enfin réussi à l'écrire et j'ai pleuré en l'écrivant. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait été très dur. Et je ne m'en rendais même pas compte moi-même avant de l'écrire, en fait. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai mis un point final à ce livre, je me suis dit, bah voilà. Et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que en fait, j'ai trouvé mon chez-moi, et ce qui est à Manoa Street. Mais je crois qu'il m'a fallu un livre pour me réconcilier avec Lagos, avec le Nigeria, avec tous ces événements. Merci à vous, Sophie Bouillon, pour ce livre. Manu Astrid à retrouver aux éditions Première Parallèle. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour